Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va bien à la maison. On poursuit nos séries de live au club et comme vous savez, on est très, très actifs et on était là quasiment tous les jours depuis le début de la pandémie. Et aujourd'hui, on reçoit dans le fond deux investisseurs que je vais laisser le soin de se présenter à tour de rôle. On va commencer par Marc Rémillard. Bonjour Marc. Salut Yvan. Écoute, bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, je suis un entrepreneur général. Bon, j'ai fait plusieurs flips immobiliers au début, beaucoup de rénovations, de plus en plus dans l'optimisation. Puis avec mon partenaire Philippe, on est de plus en plus, je mets la rénovation de côté pour s'occuper principalement de nos projets. Donc voilà. Philippe Brassard qui est avec nous. Salut Philippe. Oui, salut Yvan. Bonjour tout le monde. Donc, Philippe Brassard. Je fais de l'investissement immobilier à temps plein depuis 1 an officiellement. Sinon, ça fait depuis 2016 qu'on a commencé, Jacinthe, ma conjointe et moi, vraiment à s'intéresser à ce beau monde-là. Puis, depuis le temps, on a quelques transactions à notre actif. Puis, notre but, c'est vraiment la détention long terme de nos immeubles. Excellent. Donc, merci, messieurs. Donc, Philippe et Marc sont tous les deux gradués du coaching. On est très fiers de ça. Et ils vont très bien dans leur processus et ils sont mis à se spécialiser dans un des créneaux. Marc parlait de flip tantôt, mais là, de Saint-Cy, vous êtes dans d'autres genres de transactions. Je sais que là, 1 an ou 2, vous avez fait l'achat d'une maison de chambre et récemment, également, vous avez mis la main sur une autre maison de chambre. Et c'est ce qu'on va parler principalement aujourd'hui. Et le but, dans le fond, de l'intervention du live, c'est de motiver les troupes parce qu'en période de confinement, souvent les gens ils sont un petit peu découragés de tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui passe à l'action, mais là, on a la chance d'avoir 2 personnes qui bougent. Et on pourrait peut-être commencer avec toi, Philippe, nous partager un peu là, votre achat que vous avez fait. Oui, effectivement. Donc, en gros, c'est ça, c'est une maison de chambre, mais un peu particulière. Il n'y a pas uniquement des chambres, il y a aussi des studios à l'intérieur, ce qui fait que niveau qualité de locataire sur le long terme, ça va être peut-être plus facile à optimiser si on veut.
Grosso modo, là, on va parler de chiffres directement parce que je pense que c'est ça qui intéresse le plus les gens, là. C'est un 17 unités au total qu'on a payé 850 000. Puis avec une évaluation à l'achat agréée de 905 000, donc un profit à l'achat, si on veut, de 55 000. Puis bon, c'est un immeuble qui était à vendre sur Centris, qui nous a été proposé par Fanny, courtier chez PMML, avec qui on travaille beaucoup. Puis on a décidé de passer à l'action parce que les chiffres étaient intéressants et tout. Puis, je sais que tu poses souvent la question, Yvan, là, c'est quoi la motivation du vendeur derrière tout ça? Ben, nous, on est arrivé à un moment où est-ce que l'immeuble était en vente depuis plusieurs mois déjà. Il y avait déjà eu un acheteur intéressé par la propriété qui était dans le processus depuis 2-3 mois, je ne sais plus trop exactement, mais qui s'est retiré au final. Donc, là, à ce moment-là, le vendeur, je dirais, peut-être un peu essoufflé, exaspéré de la situation, a accepté de négocier davantage le prix, ce qui nous a permis de mettre la main dessus et de monter notre projet de cette façon-là. Donc, c'est ça. Puis là, il va y avoir des travaux justement à faire. Fait que Marc pourra parler un peu plus longuement là, de ce qu'il y en est à ce niveau-là. Oui, voilà. Ben, quand on a fait le business case de cet immeuble-là, c'était important qu'on avait au niveau de l'achat, on a eu un profit à faire, mais on a fait faire une évaluation agréée après travaux aussi, qui avoisinait les 1,6 millions. Puis, dans le fond, on a un 200 000 à mettre de travaux facilement dans cet immeuble-là. C'est un immeuble qui a été laissé aller avec les années finalement, fait qu'il manque pas mal d'amour. Mais vu que c'était une maison de chambre avec des petits studios, on s'est laissé quand même un bon buffer de 50 000 à plus ou moins, là, si ça va dépendre avec les différentes phases qu'on va faire. Mais en gros, les aires communes sont à faire. On est en train d'évaluer aussi avec Philippe si on ne condamnerait pas une chambre pour faire un espace commun, avoir une cuisine commune aussi au niveau des chambres. Beaucoup plus facile avec des espaces communs, une chambre puis une cuisine complète, d'augmenter les loyers par la suite. Il y a quelques portes, quelques fenêtres à changer. En général, on a mis un budget de 5 à 10 000 là, par studio ou par chambre pour rénover chacun. Donc, on va stripper une bonne partie de l'immeuble. Puis, une des phases les plus importantes à aller chercher, je pense, au niveau de la valeur marchande, c'est que le système de chauffage qui est en place présentement, qui est au niveau de l'eau chaude, on va probablement le convertir à l'électricité avec des contrôles à distance qu'on pourra plus calculer. Puis, on va chercher, en gros, un 10 000 $ d'économie avec ça. Donc, il y a plein de façons d'optimiser ce plex-là. La seule chose, c'est que là, avec la situation qu'on vit, on va, à place de le faire peut-être plus rapidement à court terme, on va peut-être se donner différentes phases pour être certain de garder notre parc liquide, puis de pas s'endetter juste avec la rénovation à court terme. Tant ou aussi longtemps qu'on va rester liquide, ben ça va être correct. Donc, voilà. Excellent. Donc, un projet qui semble très intéressant. Et si je résume, vous faites un profit à l'achat de 55 000, donc un achat à 805 000 pour une propriété, 850 000 propriété pour 905. Et après optimisation et travaux, de révaloir 1,6 million. Donc, vous doublez le prix d'achat en termes de valeur. C'est merveilleux. Question que les gens pourraient commencer à poser dans le chat. Gênez-vous pas, on va les prendre. Et en attendant que les gens s'exécutent, je vais poser une question là, qui revient souvent. Le financement des maisons de chambre, on sait que c'est pas toujours facile. Comment vous procédez habituellement? Philippe? Je peux répondre à ça. En gros, c'est évidemment, ça prend une mise de fonds relativement importante. Là. Pour être plus précis, sur 850 000 de prix d'acquisition, ça a nécessité 250 000 de mise de fonds. Donc, en termes de première acquisition pour un investisseur, c'est peut-être un peu laborieux. Mais au point où nous, on en est rendu, ça va assez vite. Là. Comme je disais, ça fait peut-être 2 ans qu'on est vraiment plus actif. On a déjà dégagé assez d'équité de plus-value sur les autres immeubles qu'on a achetés depuis le début, dans le fond, qu'on fait de l'immobilier pour être capable de financer la mise de fonds de cet achat-là. Fait que ça, c'est la stratégie qu'on a optée numéro 1. Puis évidemment, là, les maisons de chambre, surtout dans l'état dans lequel on a acquis celle-ci, vont être amorties sur 20 ans et non 25.
Alors, ça fait en sorte que le paiement hypothécaire va être vraiment plus élevé, étant donné l'amortissement plus court. Et donc, la portion finançable, si on veut, de l'immeuble va être plus basse, évidemment, parce que les paiements sont plus élevés. Donc, c'est proportionnel là, à ça. Mais la beauté de la chose, c'est qu'une fois qu'on a fait les travaux, qu'on va arriver pour refinancer, l'immeuble va potentiellement pouvoir être amorti sur 25 ans. Donc, en plus d'aller chercher une plus-value pratiquement du double du prix d'achat, ben, on va être en mesure d'étirer l'amortissement, ce qui fait qu'il y a une équité dégagée là, après le projet qui est considérable dans ce cas-ci. Ça m'amène à une sous-question que je vais encore poser à Philippe. On finance ça avec qui? Une maison de chambre? Y a-t-il des institutions financières qui sont plus ouvertes que d'autres? Est-ce que absolument des prêteurs privés? Comment vous fonctionnez? Pour ce qui est des maisons de chambre, Desjardins, vraiment un partenaire, notre partenaire numéro 1, si on veut, là, dans le fond, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions qui financent ça, pour ne pas dire aucune autre. Donc, Desjardins Entreprise, c'est vraiment notre partenaire de choix dans le cadre de ces transactions-là, là. Autant à l'acquisition qu'au refinancement. Ça, c'est notre expérience pour l'instant. Il y a probablement d'autres façons de fonctionner, mais en termes d'aller chercher le meilleur refinancement aussi, puis de la reconnaissance surtout des nouveaux revenus, etc., Desjardins sont solides à ce niveau-là. Excellent, excellent. Marc, tantôt, tu parlais là, de rénovation, là, de stripper la propriété quasiment au complet. Et est-ce que vous allez tomber dans le fameux 90% de rénovation majeure, ce qui va faire en sorte que ça va devenir taxable? Est-ce que tu as une petite idée là-dessus? Oui, non, pas du tout. Vu que c'est une maison de chambre, j'ai peut-être été trop fort en disant stripper la bâtisse au complet. On remettra pas la bâtisse à neuf. On va plutôt le mettre au goût du jour. Fait que, la plupart des planchers, c'est des planchers de bois franc qui sont là, qui sont très usés, qui ont été laissés aller, mais juste avec un bon sablage, remettre un nouveau vernis dessus. On va changer quelques moulures, les portes probablement, puis réparer les murs, repeinturer les murs. Les deux gros changement qu'on va faire, c'est au niveau de l'électricité qui a besoin d'être mis à niveau, puis la plomberie aussi. Fait que le système de chauffage va être changé probablement au complet. Fait qu'à ce niveau-là, on va s'éloigner de loin du 90%. La toiture, on touchera pas la façade non plus. Probablement juste les portes et les fenêtres en façade de cet immeuble-là vont être changées. Le reste, on va peut-être réaménager. On a la chance en arrière de ce building-là d'avoir un garage qui porte le nom, mais qui pue, qui pue dans un état d'un garage. Fait que probablement qu'on va le mettre à ce niveau-là, puis créer un air commun à l'arrière, une terrasse, ces choses-là, parce qu'on a une belle espace à l'arrière du bâtiment, là, au niveau des balcons, ces choses-là qu'on va comment aménager pour créer un air de vie plus agréable là, pour les locataires. Mais on se trippera pas la bâtisse, puis ça sera pas taxable, c'est sûr et certain. Excellent. Merci, Marc. Autre question qui me vient à l'esprit, point de vue de conformité ville avec la municipalité, peut-être Philippe ou Marc, là, vous verrez qui va répondre. Est-ce que vous assurez avant l'achat que c'est conforme ou comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, effectivement. Les maisons de chambre, c'est un peu particulier, vu qu'il y a une densité plus grande, si on veut, d'individus ou de locataires dans une même bâtisse. Il y a des normes assez strictes, si on veut, mais si on ne touche pas justement au réaménagement complet de l'immeuble suite à l'acquisition, on n'a pas nécessairement à se conformer aux normes les plus récentes en ce qui a trait à vraiment tous les systèmes de protection, mais c'est sûr que c'est des immeubles qui doivent avoir des systèmes d'incendie centrales inspectés annuellement, par exemple. Puis il y a certaines règles à respecter au niveau des chambres. Il doit y avoir, exemple, un évier dans chaque chambre, une fenêtre, bien évidemment. Donc, puis nous, à l'achat, on s'assure aussi que le nombre de chambres louées, si on veut, reflète ce qui est inscrit au rôle foncier puis à l'urbanisme, parce que il y a beaucoup de ce type d'immeubles-là qui ont été, on va dire, aménagés ou créés à travers le temps,
mais sans nécessairement respecter les normes officielles ou que ça s'est fait un peu de façon cachée. Donc là, à ce moment-là, si la ville refuse de l'exploitation de la maison de chambre, ben ça peut changer un peu aussi le côté financier, si on veut, là, sur le projet qu'on envisagerait de faire. OK, puis tu parles de conformité. Là. Évidemment, j'imagine que vous faites toujours remplir une déclaration du vendeur pour s'assurer que, dans le fond, de la conformité, puis de vous protéger là-dessus. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des professionnels, là, comme Fanny, qui est courtier chez PMML. Le but de tout ça, c'est justement que les vérifications diligentes d'usage comme ça soient faites, puis que chaque étape de la transaction respecte les normes, là, si on veut, pour protéger autant le vendeur que l'acheteur. Fait que, à ce niveau-là, oui. C'est sûr qu'il peut y avoir des petites surprises qui n'étaient pas déclarées au moment de la vente suite à l'achat, là, comme on a pu vivre dans les derniers 2-3 semaines suite à notre acquisition. Mais c'est rien qui touche à l'immeuble en tant que tel. C'est juste des situations de plus de gestion, si on veut, qui se sont produites. Là. Fait que, Excellent. Donc, pour les besoins de ceux qui sont avec nous et qui ont un petit peu moins d'expérience, on vous conseille fortement là, de toujours exiger une déclaration du vendeur, donc un formulaire qui est rempli. Au meilleur de sa connaissance, il va déclarer des choses sur l'immeuble. Ça va vous permettre de vous protéger et d'avoir moins de surprises. Et s'il y en a, ben, les risques d'être plus petites, comme Philippe vient de dire. On avait une question des gens qui sont en ligne. Donc, Robert Forcier, peut-être qu'il n'était pas là au début, mais c'est quoi les pourcentages de mise à fond et de financement de Desjardins en règle générale? Ça doit dépendre évidemment des types de maisons de chambre, la grosseur, la quantité de chambres et tout ça, mais ça tourne autour de quoi habituellement? Bien, si on considère, premièrement, tout part de la valeur économique, là, donc on oublie le prix d'achat, on oublie les autres paramètres. Il faut calculer la valeur économique, puis ils vont aller financer, là, exemple, nous, c'est un 70% de mémoire, 70% de la valeur du plus bas du prix d'achat ou de la valeur économique, excusez-moi. Mais en fait, nous, notre achat était, la valeur, le prix payé était sous la valeur économique. Donc, ils ont été ils ont financé 70% de notre prix d'achat, qui était de 850 000. Mais, règle générale, les valeurs économiques vont être plus basses que les prix d'achat. Donc, on peut quand même penser à des mises de fonds de l'ordre de 40 à 50%. Ça serait pas rare là, pour ce genre d'immeuble-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent des immeubles à fort potentiel, mais qui actuellement ont des revenus faibles ou qui sont vacants, ou qui a la vacance, etc. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que pour avoir un plus gros rendement, ça prend souvent plus de mise de fonds ou plus de capitaux au départ, donc moins de financement bancaire. Mais par la suite, les résultats sont assez intéressants. Quand même, c'est impressionnant d'acheter sous la valeur économique en 2020. Est-ce que c'est situé à Montréal, ça? Oui, c'est situé dans le plateau Mont-Royal, même de ça, à la limite est, par contre, du plateau. Mais le compte de taxe est quand même identifié au plateau Mont-Royal. Donc, il y a moyen de faire... d'obtenir des aubaines pareilles en étant patient, en ayant vraiment les yeux ouverts 100% du temps, puis surtout en étant prêt à passer à l'action quand c'est le temps. Bon, impressionnant quand même en bas de la valeur économique. Je prendrais une question du public sur la rénovation qu'on pourrait poser à Marc. Il y a quelqu'un qui demandait, les locataires actuellement en place, quelle est votre stratégie pour les rénaux? Est-ce que l'immeuble est complètement vacant ou il y a quand même des gens qui sont sur place puis ils allaient faire les travaux à travers les locataires? Est-ce une stratégie là-dessus? Oui, bien, quand on a pris possession de l'immeuble, à part un appartement qui s'était libéré avant la transaction, qu'elle se finalise, ils nous ont demandé quand même, la personne qui était en place, si elle devait relouer. Fait que vu qu'on avait une stratégie de rénover la place, on lui a mentionné de le laisser vacant. Puis bon, là, quand on a pris possession de l'immeuble, il y avait déjà un deuxième locataire qui était parti, donc on avait déjà 2 appartements à louer. Puis bon, je ne sais pas si on peut en parler. On a eu, on parle beaucoup de financement de ces choses-là.
dans les 2 premières semaines qu'on a pris possession de l'immeuble, il nous est arrivé quelques péripéties, mais juste au niveau gestion, on a appris qu'un des locataires, finalement, avec l'ancien gestionnaire de l'immeuble, qui avait un abonnement avec le poste de police sur place, donc il y avait des centaines de cas déjà répertoriés. Fait que ça risque d'être un petit peu plus facile, lui, de l'évincer de l'immeuble en ce moment. Puis malheureusement, c'est un petit peu morbide, mais le concierge sur place qui était en place, c'est un monsieur qui restait dans l'immeuble depuis 17 ans. Malheureusement, on a appris cette semaine qu'il est décédé dans l'immeuble. Donc, c'est un peu triste, mais il y a un autre appartement qui s'est libéré. Donc, déjà là, on n'a même pas, vu qu'on ne peut pas évincer aucun locataire présentement, on s'attend que d'ici une semaine ou deux, quand on va pouvoir reprendre la rénovation globale, on devrait déjà avoir un 5 ou 6 appartements qui est libre. Puis on va les rencontrer chacun à partir de demain aussi, en leur permettant de quitter ceux qui voudront quitter. Fait qu'on va probablement y aller par phase. Fait qu'on on va faire un étage à la fois. C'est un immeuble qui a 3 étages. Donc, c'est 5 à 6 appartements ou chambres par étage. Fait qu'on va relocaliser au pire les locataires dans la première étage ou le deuxième étage. Puis on va commencer un étage à la fois. Puis les gens qui voudront partir à cause du bruit, ces choses-là, on va leur permettre de partir. Fait qu'on va y aller graduellement, finalement, avec cette bâtisse-là. OK, merci Marc pour la réponse, en espérant que ça répond à ta question, Olivier. On a une autre question qui nous vient de la régie, pas la régie du logement, mais on a un régisseur aujourd'hui. On a la chance d'avoir Jean-Philippe Claude qui nous drive les questions et qui nous drive la plateforme. Merci Jean-Philippe. Qui pose la question peut-être à Philippe. Possible de financer avec la SCHL? Oui, selon leur site Internet. Donc, il y a un beau programme de maison de chambre, je dirais, mais on a fait de l'expérience avec un de nos autres immeubles récemment. Puis, non, en fait, oui, c'est possible, mais leur offre, pour faire une histoire courte, était inférieure à l'offre de Desjardins en conventionnel. Là. Donc, à ce moment-là, c'est pas du tout avantageux. Oui, le taux était peut-être plus faible, amortissement sur 30 ans, mais en même temps, c'est un terme de 5 ans, pas possibilité de le briser ou du moins très difficilement en cours de terme. Donc, on n'est pas là pour l'instant. Là. Puis pour les gens qui écoutent, s'il y en a qui ont des maisons de chambre ou qui envisageaient ce genre de programme, je vous dirais que le défi auquel on a fait face, dans le fond, c'est la reconnaissance des revenus. En termes de dollars par pied carré, là, si on veut. Puis aussi la valeur du bâtiment total par logement. En ce sens qu'il n'y a pas vraiment de comparable de ce qu'on a compris là, au niveau de la SCHL dans ce type de bâtiment-là pour l'instant, parce que le programme est très récent. On parle de 2-3 ans, puis il n'y a pas vraiment de dossiers qui sont passés au travers au complet actuellement. Donc, on se référait à d'autres immeubles avec, par exemple, des 1,5, des 2,5. Mais on s'entend qu'une chambre de 120 pieds carrés qu'on loue 600, 650, 700, ça fait quand même un haut dollar du pied carré versus un logement conventionnel. Donc, c'est à ce niveau-là que ça l'a bloqué, puis que les revenus ont vraiment été normalisés à la baisse là, de 10, 15, même peut-être 20% dans notre cas. Fait que c'est ça le défi, si on veut, avec le financement SCHL là, pour ceux qui se poseraient la question. Merci Philippe. Parlant de défis, on a Robert qui posait une question. Robert Lefebvre qui demandait quels sont les plus gros défis de gestion d'une maison de chambre? Je ne sais pas si c'est l'entrepreneur qui gère ou c'est l'investisseur Philippe, mais je pense que ça va être Philippe. Mais au niveau des défis de gestion, je me suis quand même penché là-dessus depuis la dernière année, étant donné qu'on a déjà fait un projet similaire. Puis je vous dirais que une fois qu'on a mis vraiment l'immeuble en notre main, je ne vois pas vraiment de défi. Là, une fois que c'est stabilisé, l'important, c'est vraiment d'automatiser, moi, je pense, le plus possible, de travailler avec les outils technologiques, que ce soit pour la gestion des baux, la gestion des paiements des loyers mensuels.
Puis, même, on aurait pu penser qu'en temps de COVID-19, on aurait eu des problèmes de paiement, mais encore là, demain, c'est le premier, puis j'ai pratiquement déjà la moitié des locataires de ma maison de chambre que j'ai depuis quelques mois, voire 2 ans maintenant, qui ont payé leur loyer. On n'est même pas le premier, c'est dans 24 heures. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment de faire un travail en amont, si on veut, puis après, la gestion sur le long terme, là, c'est très facile. Le point que les gens pourraient penser, c'est la rotation, le taux de rotation de locataires. Mais je pense que ça, c'est aux gestionnaires, aux propriétaires ou aux investisseurs de mettre en place ces règles et ces normes selon la demande. Nous, on achète des immeubles dans des endroits stratégiques en forte demande. Donc, à ce moment-là, on peut exiger des baux minimaux ou plus longs, si on veut. Fait que je me gêne pas de demander des baux d'1 an ou quand ça marche pas, 6 mois. Mais c'est sûr que c'est pas de la location mensuelle, puis les gens viennent, ils partent comme ça leur tente. Fait qu'ils ont vraiment des engagements fermes pour un minimum de temps. Donc, nous autres, ça nous assure une certaine stabilité, puis ça nous permet de planifier un peu plus notre relocation. Puis même, on n'a aucun taux de vacances, même qu'on a un taux de vacances positif parce que ou même négatif, là, je ne sais pas comment on le voit, mais exemple, quelqu'un m'annonce dernière minute qu'il veut quitter pour un exemple concret, quelqu'un m'a appris en mars qu'il voulait quitter son logement. À la fin du mois, j'ai dit parfait, pas de problème. Je peux pas, c'est sûr que je pourrais pas relouer pour dans 2 jours, là, donc ça va me payer le mois au complet. Parfait, il paye le mois. Finalement, on réussit à relouer pour le 15 avril une chambre. Puis le locataire nous paye le demi-mois. Puis dans le fond, on a encaissé un demi-mois de plus que le 100%, si on veut. Donc, puis ça fait 5-6 fois qu'on fait ça 5 à 6 fois par année, je dirais. Donc, ça nous permet justement de créer un certain buffer si jamais il venait avoir de la vacance, mais pour l'instant, il n'y en a aucune. Excellent, j'aime ça, un taux d'inoccupation négatif. Bravo. Mais ça, tu sais, de le relouer aussi facilement que ça, ça prend des immeubles bien localisés. Hein. Si votre immeuble est mal localisé, il n'y aurait pas de clientèle intéressée. Et comment vous ciblez la localisation? Est-ce que vous cherchez autour des universités, à côté d'une bouche de métro? Y a-t-il une stratégie que vous aimeriez peut-être dire ou vous voulez la garder pour vous? Il n'y a pas de recette miracle. Là, quand on parle de localisation, évidemment, c'est proche du transport. Est-ce que les commerces, parce qu'on s'entend, les gens qui vont avoir une maison, qui vont habiter dans un immeuble de chambre ou avoir des appartements plus petits, souvent, ils n'auront pas de voiture, donc ils vont essayer de tout faire à pied. Est-ce qu'ils sont capables d'aller à l'épicerie, à la pharmacie, faire certaines activités à proximité à pied? Ça, c'est toutes des choses importantes. Après ça, évidemment, si on vise un peu plus étudiants, est-ce qu'il y a des écoles, universités, cégep à proximité? Mais c'est vraiment, en tout cas, sur l'île de Montréal, je pense que c'est plus facile de cibler des endroits qui ont un peu toutes ces caractéristiques-là. Je ne pourrais pas me prononcer sur la situation dans d'autres villes. Là. Je ne pense pas que nécessairement le modèle que nous, on a s'applique, mais c'est ça, c'est vraiment les axes de transport, en fait, c'est numéro 1, ça, c'est sûr. Excellent. Merci, Philippe. On va prendre 2-3 questions encore du public et après, on va vous libérer. En passant, merci beaucoup d'accepter de faire ça gracieusement. C'est très généreux de votre part. Et on a une question de Kajin. Salut, Kajin, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Qui dit, est-ce que Desjardins exige d'avoir des baux d'1 an pour leur financement? Non, c'est pas une exigence, mais c'est sûr qu'il y a des baux on va dire, à durée déterminée. Là, donc, exemple, comme je disais tantôt, de 6 mois, 8 mois, 1 an, ça facilite beaucoup ou ça donne la crédibilité ou de la valeur au dossier. Là. Fait que des baux à durée indéterminée, dans le fond, c'est que ça ouvre la porte à plus de roulement dans l'immeuble. Fait que je pense que n'importe quelle institution financière préfère les baux à durée déterminée à ce niveau-là. OK.
Une question que Jean-Philippe n'est pas obligé de mettre à l'écran, là, mais Evan demandait si c'est loué tout meublé et ça m'amène à une question ou une sous-question. Est-ce que du Airbnb pourrait être envisageable dans ce genre d'immeuble-là si jamais il y avait, mettons, de la vacance? Ouais, Marc, tu peux peut-être y aller sur celle-là. Ouais, mais dans le fond, les chambres sont meublées, oui, ça va dépendre. Avec les lofts, ils ont souvent un petit frigidaire, un petit poêle, quelques armoires avec la salle de bain. Mais en général, sont meublés. Le Airbnb, on pourrait toujours s'en servir peut-être pour les lofts, mais en général, vu qu'on veut avoir des baux déterminés ou des baux à long terme avec une clientèle qui est un petit peu plus pour du long terme, on va se concentrer vraiment sur des baux plutôt que le Airbnb dans ces immeubles-là. OK. Surtout par les temps qui courent, là, le Airbnb, moins populaire un peu. moins populaire et pas vraiment facile. Mais est-ce que votre immeuble est situé dans un endroit qui permettrait de faire du Airbnb pour être tout en toute égalité? Là? Avez-vous vérifié ça? Non, pour être honnête, c'est vraiment pas le modèle d'affaires pour ce genre d'immeuble-là, parce qu'on veut pas nécessairement mixer une clientèle Airbnb touristique à nos locataires qui restent là, si on veut, sur du plus long terme. Là. Je pense pas qu'il y aurait nécessairement une bonne cohabitation, parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes, si on veut, les mêmes activités ou les mêmes intérêts. Tu sais. Puis les gens qui habitent là, on s'entend qu'on parle de maison de chambre, souvent ça va être des salles de bain communes, cuisine commune. Fait que ça peut être un peu dérangeant là, si toujours une nouvelle personne débarque chaque 2-3 jours. Puis là, c'est toujours la question de ce qu'ils vont faire, ils vont respecter les lieux, tu sais, parce qu'on sait qu'il y en a qui font plus ou moins attention. Là, donc on essaye vraiment de désigner. Si on veut faire du Airbnb, mais ce serait plutôt un immeuble ou un appartement désigné spécifiquement pour ça et non y aller dans une maison de chambre la moitié court terme, la moitié long terme. Ça pose aussi un problème au niveau fiscal. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a aussi le concept d'usage de l'immeuble. Quand on l'exploite en location court terme, ça devient taxable versus des revenus long terme non taxables. Donc, il y a des mises en garde à faire à ce niveau-là aussi. Fait que je pense qu'on essaye de faire ça le plus simple possible, justement pour faciliter la gestion et maximiser les rendements sur le long terme. Excellent. Donc, effectivement, important de toujours faire ça le plus clean possible. Puis, la prochaine question, ça a un lien aussi avec ça. Et c'est sûr que c'est Philippe qui va répondre à ça. C'est une question qui nous vient de Christopher. Je suis content qu'elle ait été soulevée. Côté assurance, est-ce que vous avez de la difficulté à trouver les assureurs qui vont accepter ça? Non, je pense dans cette situation-là, c'est de trouver de travailler avec un courtier qui a un bon portefeuille d'assureurs. Puis, les maisons de chambre, ça date pas d'hier. C'est sûr dans le marché, il y a de moins en moins d'assureurs qui visent ce créneau-là, mais il va toujours rester des compagnies qui assurent ces biens-là parce que d'une certaine façon, il va toujours en avoir. C'est une forme d'habitation. Fait que faut juste travailler avec des professionnels, je pense, puis peut-être pas essayer de sauver 500$ puis commencer à magasiner à gauche, à droite pour ça. Ça vaut la peine de prendre quelqu'un en qui on a confiance, puis de travailler avec lui, parce que ça peut être plus complexe, effectivement. Ça peut demander plus de travail du courtier, finaliser un contrat d'assurance pour ce type d'immeuble-là. Donc, si les gens sont en tant que client, vous êtes sérieux, puis vous voulez vous démontrer que vous faites affaire avec cette personne-là pour ses compétences réellement, ben, je pense que c'est très facile à régler. C'est de loin notre premier souci quand on souhaite acheter ce type d'immeuble-là. Okay. C'est de loin notre dernier souci, excuse-moi. Pas notre premier. Good. Excellent, excellent. Donc, avant de vous donner le mot de la fin à chacun, il y a quelqu'un qui avait posé une question. C'était qui votre courtière, Fanny, qui est Fanny? Donc, c'est Fanny Rosenberg et pour Roseboom, excusez, qui est pour PMML. Et on la salue d'ailleurs, Fanny, si elle est là. Elle travaille avec beaucoup de gens du club, elle est sûrement présente sur le live.
Auriez-vous, je ne sais pas, un conseil à donner aux gens qui auraient de l'intérêt pour les maisons de chambre? Pour terminer, disons, Marc. Oui, bien dans le fond, si on veut conclure, tu sais, ce qu'on a fait, moi et Philippe, dans le fond, avec les quelques derniers mois, on s'est vraiment construit une équipe en entour de nous de professionnels. Donc, que ce soit des maisons de chambre, que ce soit de la construction neuve, que ce soit d'optimisation ou des flips immobiliers. On s'est assuré d'avoir le meilleur comptable avec nous, le meilleur fiscaliste. On a une équipe de rêve vraiment de plus en plus en entour de nous, que ce soit le courtier, que ce soit notre gérant de banque avec des jardins. Fait qu'on s'est assuré d'être bien conseillé, de mettre une structure en place. Avec la crise qu'on a vécue, nous autres, on a juste pris plus de temps pour s'assurer que notre fondation était solide, s'entourer des bonnes personnes, puis après ça, il faut rester actif. Fait que si on est en mode solution, qu'on reste actif, puis qu'il y a une opportunité qui est en place, ben on est prêt à réagir, nous, dans la journée même ou le lendemain, puis on a 2-3 coups de téléphone à faire, que ce soit des prêteurs privés, des banquiers, ces choses-là. Fait qu'on est prêt à faire face à la musique, puis à sauter sur les opportunités qu'il y en a. Fait que peu importe la crise qu'on va suivre, je pense que c'est la beauté d'être entrepreneur, d'être investisseur immobilier. On n'a pas de routine, mais il faut être prêt. Fait qu'on s'est assuré, moi, Philippe, avec Jacinthe, avec les partenaires financiers qu'on a en autour de nous, d'être prêts. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est capable de rester actif en tant que crise qu'on a là présentement. Je pense pas sur un divan, en écoutant des séries Netflix, ces choses-là, qu'on peut grossir notre portefeuille. Puis nous, on a des objectifs d'ici la fin de l'année en nombre de portes, puis on va les atteindre, je suis persuadé, parce qu'on travaille fort tous les jours. Excellent. Bonne intervention. Ce que je retiens de ce que tu as dit, équipe de rêve, très important. Et comme disait Philippe tantôt, magasinez pas des prix quand vous avez des professionnels avec qui vous voulez travailler. Magasinez la qualité de leur service et leurs compétences, très important. Exactement. Et je suis content, Marc, que tu dises que vous avez déjà des objectifs, puis vous êtes en mode recherche et acquisition de d'autres immeubles. Je me demandais justement s'il y avait d'autres achats en cours ou vous êtes concentré sur cette maison-là pour après aller à un autre. Vous êtes capable d'en faire deux en parallèle? Non, on a des choses sur la table aussi. Avec Fanny aussi, on a des offres d'achat déjà de fait. On a un deuxième rang sur des buildings un petit peu plus gros aussi. Fait qu'on reste actif. Puis oui, on est toujours. Il y a d'autres choses sur la table. Puis c'est pas parce que cet immeuble-là qu'on vient d'acquérir la maison de chambre, on est prêt à en faire un deuxième, un troisième. Puis on va prendre tout ce qui se passe. Excellent. Merci, Marc. Philippe, petit mot de la fin, conseil? Oui, ben un peu dans la même optique que Marc. Dans le fond, je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est l'action puis l'équipe. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé fort dans les 12 derniers mois. Et j'invite vraiment tout le monde à faire un peu la même chose. Tu sais, c'est facile de regarder des immeubles sur Internet ou de dire qu'ils sont trop chers ou de toujours se trouver des excuses. Mais je pense que c'est vraiment en se mouillant un peu qu'on apprend à avancer, à dealer avec les défis quotidiens. Puis même le plus gros problème, je pense, la plus grosse barrière qu'on peut avoir quand on débute, c'est le financement, la mise de fonds, mais c'est ça, je pense qu'il faut apprendre à passer à travers cette peur-là de dire, j'ai pas le 150 000, j'ai pas le 200 000. Puis quand on a vraiment une aubaine, nous, cette transaction-là, on l'a faite tout seul, mais si on n'avait pas pu la faire tout seul, je suis sûr qu'on serait arrivé auprès de quelqu'un, un investisseur, peu importe, on lui aurait montré les rendements, puis il aurait embarqué automatiquement avec nous, là. Donc, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment je pense que c'est vraiment le travail, la rigueur, puis de toujours se tenir informé, puis de pousser plus loin. Pas se fier à une seule opinion, faire ses propres idées, puis avancer. C'est ça avant tout ce que je conseillerais, surtout en ce temps de plus de crise, là, si on veut. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent, qui sont au ralenti. Fait que c'est eux qui courent à côté qui vont réussir. Excellente attitude. Merci beaucoup.
Je retiens effectivement l'action hyper importante. Et on voit que vous êtes des investisseurs immobiliers actifs. Félicitations en passant pour votre parcours, c'est inspirant. Évidemment, on n'a pas tout passé à travers les transactions que vous avez faites. Là. Je sais que Marc, il y en a quand même plusieurs derrière la cravate. Philippe aussi, ça s'en vient très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci aux gens qui étaient là lors du live. On est monté à peu près à 130 à un moment donné. Le club demeure actif tout au long de la semaine, de demain et la semaine prochaine. Et on va avoir la semaine prochaine au menu questions et réponses avec soit moi ou Jean-Philippe. On va avoir également Richard Damour, avocat fiscaliste, qui donne des formations au club, un investisseur immobilier actif également. Il va répondre à vos questions de fiscalité d'ordre général. Il va peut-être vous faire des petites mises à jour sur la fiscalité en cette période de COVID. Donc, on vous invite à nous suivre régulièrement comme beaucoup de gens font. Et on va annoncer sous peu une soirée mensuelle virtuelle comme on a fait le mois dernier. Ça devrait être dans la 2e semaine de mai, si tout se passe bien. On va vous arriver avec un petit concept intéressant là, et original que Jean-Philippe nous a proposé. Et ça va être très agréable si ça concrétise le petit projet. Donc, merci à tous. On espère que vous avez apprécié le live et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et bon investissement immobilier durant cette période. Passez à l'action. Puis, merci à tous. Au revoir.